Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle explication linéaire. Une explication linéaire extraite du roman Inachevé Le Premier Homme d'Albert Camus, publié en 1994. Cette explication linéaire s'intègre au parcours associé La Bonne Éducation, dans lequel on a déjà vu deux extraits de Gargantua. Alors on commence avec les éléments d'introduction. Premièrement, Albert Camus. Donc c'est un auteur français qui est né en 1913, mort prématurément en 1960. Il a été romancier, philosophe, dramaturge, il a été journaliste. Donc on est sur un auteur très connu du début du XXe siècle. Engagé politiquement, il est d'abord au Parti communiste, puis ensuite on le retrouve plutôt dans les milieux plus modérés à gauche, notamment ce qui sera le Parti socialiste. Il a vécu une bonne partie de sa vie en Algérie. Et il est revenu, donc Algérie française à l'époque, et il est revenu vivre en France métropolitaine plus tard, et il a été à ce moment-là journaliste. On le connaît pour deux de ses romans, donc L'étranger et La peste, qui sont deux romans très connus d'Albert Camus, même s'il en a écrit bien d'autres, et aussi des pièces de théâtre. Albert Camus a reçu en 1957 le prix Nobel de littérature, donc il est pour l'ensemble de son œuvre. Ce prix Nobel, il l'a dédié à cette époque-là à son instituteur Louis Germain, instituteur qu'il a vu quand il était en Algérie, dont il va parler dans l'extrait qui nous intéresse, dans l'extrait donc du Premier Homme. Le Premier Homme, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est un roman inachevé dans lequel Jacques Comméry, le narrateur, qui est en fait Albert Camus, on est sur un roman autobiographique, va nous évoquer, en l'occurrence dans l'extrait, son instituteur, Monsieur Bernard, qui est en fait Louis Germain dans la vraie vie. Et dans cet extrait, on va voir que le jeune narrateur évoque son instituteur avec beaucoup d'émotion. Un instituteur qui semble être à l'image de l'instituteur parfait. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Je vous invite à mettre pause sur la lettre qu'a envoyée Albert Camus à son instituteur Monsieur Germain en 1957, afin que vous ayez le temps de la lire, donc au moment où il a dédié son prix Nobel à son instituteur. Et on enchaîne avec donc le premier mouvement, donc le portrait de l'instituteur talentueux. Donc on va voir dans cet extrait comment Camus ou Jacques Comméry présente son instituteur et quel portrait il fait de ce personnage. Et on commence par un portrait donc d'un instituteur talentueux. Alors, on a tout d'abord, ensuite c'était la classe. Donc ce premier groupe de mots nous laisse présager un moment important, un moment de suspense. Ce groupe, c'était la classe. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que c'est une classe qui est attendue, qui est redoutée? À ce moment-là, on ne le sait pas encore. Ça va très vite être dévoilé avec l'annonce directe du nom du personnage, Monsieur Bernard. Vous remarquerez que le complément circonstanciel avec Monsieur Bernard est placé en début de phrase. Il aurait pu être placé en fin de phrase. Là, le fait de le placer en début de phrase, c'est vraiment pour mettre en évidence ce personnage. On a deux adverbes et une conjonctive complétive qui vont nous montrer que cette classe, elle était parfaite. Cette classe était constamment intéressante parce qu'il aimait passionnément son métier. Donc, les adverbes plus la complétive font l'éloge de cet homme et de sa classe. Il semble vivre son métier comme une véritable vocation. Donc, a priori, l'instituteur qu'on rêve tous d'avoir. D'ailleurs, Albert Camus va même donner son nom à la méthode pédagogique utilisée par Monsieur Bernard. Il appelle la méthode de Monsieur Bernard. Donc, quelle est cette méthode ? Elle est notée par deux infinitifs, ne rien céder à la conduite et rendre vivant et amusant son enseignement, avec le groupe de mots au contraire, donc qui va renforcer l'antithèse entre les deux infinitifs, ne rien céder à la conduite et rendre vivant. Donc une méthode pédagogique qui concilie discipline et attractivité, attraction dans le plaisir d'enseigner. Enfin, on a cette hyperbole comique, triompher même des mouches. Alors, elle est à double sens, elle est à double lecture. Est-ce que l'enseignement est si intéressant que même les mouches sont intéressées ?
Ou plus probablement, est-ce que l'enseignement est si intéressant que les élèves ne sont plus gênés par la présence des mouches dans la classe, ce qui est certainement le cas. Alors, suite de ce premier mouvement, on a tout d'abord la répétition anaphorique du pronom « il » plus l'adjectif « le seul », qui vient bien mettre en avant le professeur et son caractère unique. Donc c'est vraiment, il n'y en a qu'un comme ça sur Terre. D'ailleurs, c'est soutenu par ses qualités pédagogiques, avec l'adverbe toujours et la locution, enfin le groupe nominal bon moment, qui marque bien les compétences du professeur, c'est-à-dire qu'il est juste, il sait exactement quoi faire à chaque moment de la journée. Et ce qu'il sait faire, on le voit à travers les supports utilisés d'abord, qui sont des supports fascinants et des supports originaux pour les élèves, voire merveilleux. Le jeune narrateur se souvient de l'armoire au trésor et de la lanterne magique, par exemple. Il y a aussi l'énumération, la collection de minéraux, l'herbier, les papillons et les insectes naturalisés, et aussi les cartes. Cette énumération montre la diversité des supports et par là même la diversité des disciplines enseignées. On a un enseignant qui est savant dans toutes les disciplines. Ça, c'est repris ici avec histoire naturelle et géographie, et puis juste après arithmétique. Donc, on voit bien que l'enseignant est cultivé, qu'il partage cette culture avec ses élèves. Ensuite, cet enseignant, il crée l'émulation, il crée la synergie dans son groupe en mettant en place un concours, et ce concours donne droit à des bons points sur le classement mensuel. Donc cette émulation qui forçait l'élève à la rapidité d'esprit, on voit bien que ça tire les élèves vers le haut. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans un des textes de Gargantua, où Ponocrates va mettre ça en place, va mettre Gargantua au contact de ses pairs afin de l'obliger à s'élever. Ensuite, on voit que Jacques utilise le discours indirect libre, combien font 1267 et 691. Ce discours indirect libre nous montre que le narrateur revit le moment, et revit ce moment avec beaucoup d'émotion, on le sent se replonger dans la classe. Le professeur est également marqué donc par sa compétence, ses compétences professionnelles. On nous dit qu'il travaille avec précision et qu'il sait utiliser les manuels. Et d'ailleurs, ces manuels sont toujours ceux qui sont en usage dans la métropole. Donc l'adverbe l'adverbe toujours et le groupe de mots en usage dans la métropole nous montre qu'on a un enseignant qui est à la page et qui se tient au courant des diversités pédagogiques et des innovations pédagogiques. Donc ce premier mouvement nous montre bien un enseignant qui a des qualités professionnelles avouées. Il apparaît comme un véritable modèle pour le jeune Jacques, et celui-ci s'en souvient avec beaucoup d'émotion. Alors là, clairement, ce serait le moment d'évoquer aussi la lettre qu'avait envoyée Camus à son professeur au moment de recevoir le prix Nobel. On ne peut pas faire plus belle déclaration, je pense, à un ancien professeur. Deuxième mouvement, donc, non seulement cet enseignant semble plein de qualités, mais aussi il est inspirant pour ses élèves. Et on commence avec « Seule l'école est passionnément en elle ». Donc seule l'école donnait à Jacques et à Pierre ses joies, et sans doute ce qu'ils aimaient si passionnément en elle. Donc la personnification de l'école, qui donne de la joie, et l'adjectif plus l'adjectif seul, avec la reprise du pronom en elle et l'adverbe passionnément, tout ça nous montre que l'école est un lieu accueillant, un lieu protecteur. Ne trouvez pas chez eux. La négation ici, totale, ne trouvez pas. Cette négation de la maison et de la famille montre bien l'opposition avec ce qui se fait à l'école. Donc l'école apparaît comme un lieu où l'on va retrouver culture et savoir, à l'inverse de la famille où on a pauvreté et ignorance. Donc on est vraiment dans l'inverse de ce que l'on peut trouver chez soi. Ensuite, les superlatifs plus durs, plus mornes, la comparaison comme renfermée sur elle-même, et enfin la métaphore, la misère est une forteresse sans pont-levis, tout ça soutenu par le président de Vérité Générale, nous montre que l'école sera un lieu ouvert, un lieu dans lequel on va pouvoir se séparer des difficultés familiales et s'élever, s'extraire des difficultés familiales. Finalement, la double négation non et ne leur fournissez pas
montre que le narrateur va corriger sa pensée sur la famille. Donc ce n'est pas une négation de la famille, mais bien montrer que l'école va permettre à Jacques, à l'époque, à ce moment-là en tout cas, de sortir de cette famille, de sortir de l'enfermement qu'il peut y avoir dans sa famille. On continue avec donc la mise en évidence de la classe, avec dans la classe de Monsieur Bernard et dans la classe de Monsieur Germain. Je vous rappelle que l'œuvre a été publiée à titre posthume, c'est un roman inachevé, et donc ici on voit que le nom du personnage n'a pas été corrigé dans le deuxième groupe nominal. Dans la classe de Monsieur Germain, on aurait dû avoir dans la classe de Monsieur Bernard, hein, et ici certainement que Camus n'avait pas terminé de corriger son œuvre. Donc la mise en évidence de la classe avec donc les compléments circonstanciels ici qui sont mis en avant, plus la métaphore filée de la nourriture et du savoir. Donc on a nourrissez une faim plus essentielle, la faim de la découverte, on gave une nourriture toute faite et l'avalée. Donc ici on a une métaphore filée qui va mettre en évidence une opposition entre deux méthodes pédagogiques. Une méthode qui consiste à donner envie aux élèves, à donner faim aux élèves et à les nourrir du savoir, et l'autre qui est l'opposition, qui est l'opposé total, c'est-à-dire ne pas s'occuper des élèves et les gaver comme on gave les oies, les forcer à manger. Et on comprend bien ici que M. Bernard, M. Germain, lui, fait partie de la première méthode pédagogique, celle qui consiste à nourrir ses élèves après leur avoir donné envie de manger, justement. Le complément circonstanciel de temps, pour la première fois, associé au vocabulaire du jugement et au superlatif, donc qu'ils existaient, l'objet de la plus haute considération est jugé digne, nous montre que l'école va transmettre des valeurs, notamment une valeur très importante qui est celle de trouver sa place dans la société. Et ça, c'est quelque chose que Camus va effectivement reprendre dans sa lettre à M. Germain, où il évoque que sans cette classe, il n'en serait pas là où il est. Finalement, donc, on a la mise en exergue et même leur maître, donc avec la mise en évidence et même, qui met en évidence M. Germain, avec le vocabulaire de la vocation, hein, de la dévotion, vouez, accueillez et vivez. On voit que cet instituteur se dévoue corps et âme à ses élèves. D'ailleurs, il y a une véritable synergie entre les élèves et le professeur, hein. On a la mise toujours en parallèle de il et eux, donc il le professeur et les et eux les élèves, qu'on va retrouver ici à plusieurs reprises. Donc une véritable unité entre eux. Et enfin, les compléments circonstanciels avec simplicité dans sa vie personnelle, qui marquent cette véritable affection entre le maître et ses élèves. Finalement, on remarque donc les effets positifs de l'école sur les enfants, ces effets qui sont notables, et donc un instituteur très inspirant qui va être ici porté au nu. Pour conclure, on peut dire, donc, pour répondre à la problématique, que dans cet extrait, Jacques Comméry, Albert Camus, se souvient avec émotion de son instituteur, qu'il nous brosse l'image d'un instituteur parfait, de celui que l'on a envie d'avoir, celui qui nourrit, et donc celui qui correspond à l'image même de la bonne éducation. C'est le Ponocrates vivant, existant, réel, on pourrait dire ici pour Camus. En ouverture, je vous propose deux possibilités, mais il y en aurait bien d'autres. Dans votre cursus, vous pouvez bien sûr trouver plein de choses. On peut ouvrir aussi sur une œuvre, on peut ouvrir sur l'extrait de Gargantua qui a été vu précédemment. Mais je vous propose deux lettres. La première, qui est la lettre de réponse de M. Germain à Albert Camus. L'instituteur va répondre à Albert Camus en évoquant notamment ce que devient l'école selon lui, donc une image qui est assez intéressante. Et enfin, la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices. Donc attention, la lettre de Jean Jaurès, elle est publiée en 1888, donc bien avant le roman, bien avant l'écriture du roman. Mais il n'en reste pas moins qu'on a ici les prémices et certainement quelque chose dont a pu s'inspirer Louis Germain pour faire sa classe. Voilà, donc pour cette nouvelle explication linéaire, je vous souhaite à tous une bonne journée et de bonnes révisions.